du Monde 2023 s'achève et pour la dernière fois, on se replonge dans l'histoire des plus grandes nations du rugby. Entre moments de légende, joueurs mythiques, origine et héritage, bienvenue à tous dans Terre de Rugby. Rodriguez maintenant, la balle passe encore pour le pied. Bernatzel avec lui, il va peut-être marquer. C'est Philippe Bernatzel et c'est Oui, mais si tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi, je sais vraiment pas quoi dire. It was a great start and they certainly were pleased to keep it up throughout the whole game. Faites de la place, il reste debout Chaval, oui il reste debout, énorme. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Reste derrière le jeu, reste là, qui va y aller? Oui, Christophe Dominici a pris le ballon, il va passer, c'est français, l'essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai. Oui, qu'on parle de quoi? Demande, les touches, les mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. Pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute. C'est pas des hommes, c'est des boulevards, tiens. C'est des boulevards, tiens. Thierry du Sautoir. Ouais, essai pour l'équipe de France. Qui ce soir doit être courageux. Qui va retrouver Jonction. Jonction, terre promise. We are in France. We speak French. L'histoire d'amour entre le 15 de France et la Coupe du Monde ne date pas d'hier. Depuis toujours, les Bleus font battre le cœur de la reine des compétitions sans jamais réussir à s'en emparer. Le destin du 15 de France peut sembler rageant, cruel, injuste même. Par 3 fois, les fiers représentants du maillot bleu ont buté sur la dernière marche et plus de fois encore, ont connu d'épiques mais tragiques conclusions. Des équipes au profil et trajectoires bien différentes. Loser magnifique, génie capricieux ou sale gosse effronté, l'aventure n'a jamais été de tout repos. Et même lorsque le parcours s'arrête prématurément, les tricolores prennent toujours le soin de marquer les esprits, en bien ou en mal. Spécialistes des causes perdues, des coups d'éclat et des coups de sang, voici la grande histoire du 15 de France. Ah, c'est fini, le contre terrible, la chance est en finale. Une fois n'est pas coutume, le rugby est introduit en France en 1872. S'il connaît ses premiers rebonds dans le port du Havre, l'Ovalie descend très vite vers le sud-ouest, paradis où la discipline va définitivement s'enraciner. Le 1er janvier 1906, le 15 de France joue sa première rencontre officielle face à une équipe qu'elle va autant craindre qu'effrayer, la Nouvelle-Zélande des invincibles All Blacks. À partir de là, l'histoire d'amour entre la France et l'Ovalie peut commencer. Les adversaires ne se privent pas pour se moquer de la volaille choisie comme emblème. Et pour les Français, le coq est un animal fier, combatif et agressif, qui n'a pas peur de la rose, du chardon ou même du poireau, et encore moins des bestioles springbok, wallaby ou kiwi venus du bout du monde. Pendant cette préhistoire de l'Ovalie, les Bleus pratiquent un rugby de clocher, fait de folklore et de tradition. Un rugby qui sent bon la boue, la bagarre et la troisième mi-temps. Un rugby de terroir à fort accent du sud-ouest. En d'autres termes, un sport qui n'a plus grand-chose à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a une chose que le rugby français n'a jamais renié, la particularité qui fait d'elle une nation à part, le French flair. La passe pour Tabac. Il y a Philippe Cabane, il y a Delag, et il y a peut-être un essai au bout, mais oui.
Quand tu partages des moments aussi forts, tu vas chercher au plus profond de toi des choses que n'importe quel être humain ne pourra jamais connaître dans sa vie. Si ce fameux style de jeu existe depuis toujours à travers le talent de nos plus anciens rugbymen, c'est dans les années 60 que le concept est officiellement reconnu. Puis c'est en 1987, lors de la première Coupe du Monde, que le French Flair va véritablement éclater à la face du monde. Pour ce premier sommet mondial, l'Ovalie découvre et admire le jeu à la française. Un rugby qui mise sur la créativité, la spontanéité et l'intuition. Le French Flair encourage les petits coups de pied par-dessus, les feintes, les passes aveugles et autres gestes techniques du moment que c'est fait avec panache. Avec la tunique bleue, il faut oser, il faut tenter, il faut proposer du spectacle. Si ce credo a parfois pu perdre de sa superbe, la flamme ne s'est jamais vraiment éteinte. Et plusieurs générations ont réussi à hisser ce style de jeu vers des sommets. Un style qui fait notre fierté, beaucoup copié, mais jamais égalé. C'est donc les premiers pas du French Flair dans l'arène des compétitions. En Nouvelle-Zélande, les Bleus font parler tout leur talent et leur malice dès le premier match. Face à l'Écosse de Gavin Hastings, les Bleus sont en difficulté, mais décrochent un nul inespéré grâce à la filouterie de Serge Blanco. J'aide le soigneur à sortir Pierre, et puis je me retourne et le ballon était au point où il y a eu la pénalité qui avait été sifflée. Donc, et je me retourne et je vois l'arbitre qui me regarde, et puis je regarde en face, et ils étaient tous en rond, en train de discuter entre eux, tout machin. Et je lui fais à l'arbitre OK, il me fait oui, OK. Et j'ai joué la pénalité rapidement. Plus qu'une minute à jouer. Et regardez l'essai. Laissez le mouvement. Laissez le mouvement contre le photo. Il va s'accorder. Fabuleux. Oh, écoutez, alors là, le retour miracle de l'équipe de France. Ça nous laisse sans voix. Serge Blanco, c'est la première vraie star française. Leader d'attaque, accessoirement buteur, remarquable finisseur et recordman d'essais marqué sous le maillot tricolore. Il est considéré comme le meilleur arrière de son époque et grand représentant du French Flair. Un diamant brut qui exprime tout son talent sur le terrain, mais beaucoup moins à l'entraînement. Car oui, à l'époque, le rugby est amateur. Et bien amateur. Une drôle d'époque où les rugbymen ne s'entraînaient pas tous les jours, où ils travaillaient avant de chausser les crampons, et où ils étaient capables de s'enfiler un cassoulet une veille de match. Mais pour cette Coupe du Monde, le 15 de France peut compter sur la préparation de son sulfureux sélectionneur, Jacques Fouroux. On attaque, garde le ballon, non, tout droit, on va pousser, attention, flexion, ouais. Et on part pas à gauche, on part pas à droite, d'abord on se structure, d'abord on attaque, on se fait flexion, comme une mêlée, on pousse droit d'abord et après l'orientation va se donner toute seule. C'est bon, allez. Visionnaire, le Gersois sait qu'un tel tournoi réclame d'énormes capacités et ressources physiques, mais aussi que construire et souder un groupe est la clé de la réussite. Alors tous ne sont pas affûtés, mais le petit caporal s'assure d'avoir 26 guerriers déterminés à faire honneur au coq brodé sur le maillot. Bon, vous connaissez le petit chelem. Il a dit le petit que j'aime. Il a dit le petit que j'aime. Hein? C'est ça. C'était la première Coupe du Monde, je considère que c'était la plus belle. Parce que, comme je disais, c'est la première. Et que jamais personne n'aura eu cet honneur, à part une trentaine de petits Français. Après avoir évité le piège des surprenants Fidjiens, le 15 de France s'apprête à jouer la demi-finale à Sydney contre l'Australie. Autant dire que la tâche s'annonce difficile, surtout après s'être fait autant bousculer en quart. Furieux, Jacques Fouroux s'en veut à la terre entière. 3 essais marqués, mais des sifflets contre les joueurs français. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'on reproche souvent, oui, à la composition de l'équipe de France, c'est de ne pas faire jouer les joueurs à leur vrai poste. Pourquoi Franck Ménel par rapport à Didier Cambera-Béraud? Contre les médias d'abord, qui ne manifestent que très peu d'intérêt pour la Coupe du Monde, si ce n'est pour critiquer le jeu des Français. Contre Alan Jones ensuite, le sélectionneur australien qui ne nous respecte pas, en s'imaginant déjà en finale contre les All Blacks. Et enfin contre ses joueurs. Mais ça, il va s'en occuper personnellement lors des prochains entraînements. Le petit caporal est peut-être colérique et autoritaire, mais c'est un vrai meneur d'hommes. En quelque sorte, c'est lui l'âme du 15 de France. Du haut de son 1m63,
l'ancien demi de mêlée peut faire pleurer les plus grands, bousculer les plus gros, mais surtout rendre excellents les meilleurs. À quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale, Fouroux s'effondre en larmes dans le vestiaire, submergé par les émotions. La France va jouer le match le plus important de son histoire, le point d'orgue d'une aventure épuisante pour les nerfs et les corps. Mais ce que Jacques Fouroux ne réalise pas, c'est qu'il a forgé un groupe prêt à mourir pour lui, et qui s'apprête à réaliser tout ce qui fera le charme du 15 de France en Coupe du Monde. Gagner des matchs, perdus d'avance. 80 minutes de la finale de la Coupe du Monde. Face aux Australiens, c'est parti! Les coéquipiers de Daniel Dubroca inscrivent 3 essais, mais accusent tout de même un retard de 3 points à quelques minutes du terme. Il reste une action à jouer. Le moment idéal pour laisser parler le French Flair, le vrai. Renverse la vapeur ici, oui. Ballon pour la Jusquet. La Jusquet face à 3 Australiens qui attendent du soutien, qui retrouvent à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le tir. La France au final. La France au final. L'équipe de France est en finale. Tout n'est pas parfait sur cette action, mais c'est ça l'équipe de France. Du courage et de l'improvisation. Presque tous les protagonistes touchent le ballon avant d'envoyer la star Serge Blanco inscrire cet essai. Un essai au bout de l'effort, au bout du suspense, au bout du monde. Tout le monde ici voyait une finale Black contre Australie. Nous, les petits Français, avec nos sabots et peut-être des fois notre grande gueule, comme on dit vulgairement, nous sommes arrivés et nous avions envie de faire la finale à la place de n'importe laquelle autre équipe et nous la faisons. Malheureusement, et ça va devenir une très mauvaise habitude, les Bleus ne parviennent pas à surmonter la gueule de bois d'après-exploit. En finale contre des All Blacks mieux préparés et simplement trop forts, le parcours s'arrête sur la dernière marche. Mais quel parcours! Ce mondial, c'était une plongée dans l'inconnu, presque une caricature de ce que va constituer l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde. Beaucoup de talent, de grands exploits, une relation houleuse avec les médias, un arbitrage aléatoire et d'amères désillusions. Ces joueurs sont des pionniers, les premiers héros, les premiers losers magnifiques. Le 15 de France vient de connaître son premier grand exploit en Coupe du Monde. Il est temps maintenant de découvrir la frustration et l'injustice. Pour le mondial 1991 en Europe, les Bleus peuvent compter sur un très bel effectif qui se partage la domination du vieux continent avec l'ennemi anglais. Et ça tombe bien, en quart de finale, Français et Anglais se retrouvent pour enfin décider qui est la meilleure équipe en Europe. Ce crunch, c'est l'apogée de la rivalité franco-britannique. Personne n'est là pour rigoler, mais malheureusement, une seule équipe est venue pour jouer au rugby. La perfide Albion a une stratégie, faire craquer les Bleus. Serge Blanco est agressé, les coups bas sont de sortie, mais l'impunité semble être la règle. Un truc qu'il ne faut pas faire. Mais ce jour-là, envers et contre tous, il fallait déclencher une générale. Les Français perdent leurs nerfs, d'autant que les Anglais, grâce à un essai d'Underwood, font la course en tête. 6-10 à la mi-temps. Les tricolores ont beau sembler supérieurs, ils déjouent, multiplient les maladresses et ne vont nulle part, sinon dans le mur. Les Bleus ont beau revenir dans le match grâce à un essai de Lafont, ils ne parviennent pas à faire le break. Entre inefficacité et indiscipline, Laurent Cabane a sa petite idée. L'arbitre n'a pas arrêté de nous renvoyer au cimetière des prétentieux avec des pénalités merdiques. À la 75e, Webb, sur une de ses pénalités, redonne l'avantage à l'Angleterre avant que Will Carling n'enfonce le clou dans les arrêts de jeu. Sorry, good game. La défaite est terriblement amère, incroyablement injuste. Pour cela, c'est le pire de ses 111 matchs en équipe de France. Mais il faudra s'y faire, car ce n'est pas la dernière fois que les Bleus vont se faire surprendre par la malice de l'adversaire ou par un arbitrage discutable.
crois, l'équipe de France pour le dernier match des poules de qualification de cette Coupe du Monde de rugby 1995. En 1995, le 15 de France débarque en Afrique du Sud avec un effectif taillé pour la gagne. Califano, Benazi, Galtier, Saint-André et autres Ntamak sont dans une forme olympique. En phase de poule, les garçons de Pierre Berbizier livrent un match exceptionnel contre le 15 du Chardon avec un formidable mouvement collectif pour s'imposer sur le fil. En quart, l'Irlande ne peut rien faire pour empêcher les Bleus d'à nouveau rejoindre les demi-finales. Hogan pour Moline pour Goegan, interception d'Emile Ntamak, cours Emile, vas-y, c'est fait. Comme en 87, c'est le pays organisateur que le 15 de France doit affronter. Mais cette fois, il n'est pas annoncé perdant, il est même favori. Malheureusement, ce n'est pas seulement 15 Springboks qu'il va falloir surpasser, mais bien 43 millions de Sud-Africains et leur président Nelson Mandela. L'arbitre réunit les deux capitaines et les deux entraîneurs. Et il nous dit, je pense que le match ne va pas avoir lieu parce que les conditions climatiques, c'est pas possible de jouer un match de rugby. Sous un temps apocalyptique et sur un terrain impraticable, les Français poussent autant qu'ils le peuvent. Après 2 essais refusés et un nombre incalculable de mêlées écroulées, les Bleus obtiennent une dernière occasion. Chandel, il faut sauter, il faut la voir cette balle. Oui, on la essai de Benazi. Il a dit Monsieur Bivan. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, Monsieur Bivan. Il est dans le doute, Bivan. Oh, il est dans le doute. Et il donne une mêlée à 5. Il y a la mêlée, Patrick. Rien n'est fini. On peut plus revenir sur cette décision. C'était l'essai de la dernière minute qu'on avait annoncé. Vous l'avez marqué, cet essai? J'ai encore la ligne entre les yeux et le ballon dessus. Essai refusé selon Monsieur Bivan. Benazi n'a pas aplati derrière la ligne. La France est éliminée. Selon le sélectionneur Pierre Berbizier, qui refuse encore aujourd'hui de prononcer le nom de l'arbitre, ce match est la plus grande escroquerie de l'histoire du sport. Ce jour-là, tout était contre les Français. Le temps, l'arbitre, la politique. Lucien Mias disait « L'arbitre c'est comme le vent et la pluie, il fait partie du jeu ». Ce 19 juin 1995, le 15 de France a pris de sacrés seaux d'eau sur la tête avec le vent de face. Si pour Benazi ou Ntamak, le sentiment d'avoir été sacrifié au nom de la nation arc-en-ciel est une noble compensation, si ça a pu aider en tout cas la population, le peuple sud-africain à être mieux, quelque part pour l'ensemble de ces millions de personnes, notre sacrifice il est petit. Pour d'autres, la blessure est encore vive. J'ai toujours dit, parce que c'est notre éducation, parce que c'est le rugby, que c'était exceptionnel pour le pays, que c'était exceptionnel et tout. Mais quand toi, tu es là... Alors après, Yann l'a vécu aussi différemment parce que Yann était jeune. Yann, après, a continué en équipe de France. Nous, on était une génération, j'ai jamais vu autant de tristesse dans un vestiaire après, parce qu'on savait que c'était fini, on n'allait pas faire la prochaine Coupe du Monde. C'est donc la fin d'un chapitre pour l'équipe de France et le début d'un nouveau, celui du professionnalisme. Si jusque-là les joueurs étaient soudés et unis dans l'adversité, c'est une toute autre histoire en 1999. En ce début de mondial, l'effectif est en crise. Les Bleus sortent d'un tournoi des 5 nations catastrophique avec une honteuse dernière place, puis ont enchaîné avec une tournée d'été épouvantable dans le Pacifique. Pourtant, sur chaque ligne, il y a du talent. Mais ce qu'il manque cruellement, c'est de l'osmose. Pendant la préparation, des clans se forment, les joueurs ne se supportent plus. Certaines altercations à l'entraînement frôlent presque le règlement de compte. Et quand le groupe vit mal, ça se voit sur le terrain. Les Toulousains, vous êtes tout le temps ensemble, vous me faites chier, vous restez tout le temps entre vous, ce qui était vrai. Hein. Alors après, les Toulousains me disent, mais toi, Tour, de toute façon, t'es toujours un mot là, tu me fais chier, etc. Donc tout le monde a mis un peu à dévaler son sac. La phase de poule est poussive. Cette équipe, qui n'en a que le nom, patauge contre des nations jugées plus faibles. Sifflée par les supporters et pourrie par les médias, l'ambiance est au plus bas. Surtout que les indispensables Pierre Mignoni, Philippe Carbonneau et Thomas Castagnède quittent l'aventure sur blessure. Les 2 entraîneurs Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux
sont alors obligés de rappeler le sulfureux Fabien Galtier. Quelques mois plus tôt, lors de la fameuse tournée d'été catastrophique, le demi de mêlée de Colomiers, vexé d'avoir perdu sa place de titulaire, décide de mettre un terme à son aventure tricolore. En Nouvelle-Calédonie pendant 3 jours pour faire un petit peu de politique. Là-bas, ça part en couille, mais terrible. Et puis Fabien reste là-bas, quoi. Il ne monte pas dans le bus. Tout le monde comprend que voilà, Fabien, il ne sera pas avec nous, quoi, pour la Coupe du Monde. Une réaction à chaud d'un homme au caractère bien trempé. Pourtant, Galtier est l'un des meilleurs neufs de sa génération. Un stratège au coup d'œil et au mental d'acier. Un peu trop même. Une trêve est donc proclamée entre Fabien et ses entraîneurs et il réintègre le groupe. Je vois pas pourquoi il refuserait une sélection, à quel moment qu'elle vienne. Je crois que c'est un honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Je vous dis maintenant, j'espère que je serai bon si je dois jouer. Fabien, il restait pas longtemps dans l'ombre. Je partirai pas peut-être en vacances avec lui. Mais je sais que demain, si je dois jouer un match de rugby, il est dans l'équipe. Les Bleus se qualifient pour les phases finales et ont trouvé une nouvelle charnière Galtier la maison. De bonnes nouvelles dans un climat toujours aussi tendu en interne. Mais croyez-le ou non, la France est rarement aussi surprenante que quand elle est divisée. On finit premier, ça y est, et on va quitter la France. Et là, on respire. Les phases finales se jouent en Grande-Bretagne et non plus en France. Loin du climat toxique des médias, les Bleus apprennent enfin à vivre ensemble. Après de longues discussions à cœur ouvert, un groupe semble enfin sortir de terre. Et ce n'est pas les Argentins qui vous diront le contraire. En quart, le 15 de France livre un match exceptionnel, avec 5 essais, dont un magnifique de Philippe Bernatsal. Bernatsal pour Magne. Oh, Magne, il est passé, l'on a une touche. Oh, les cadres d'Olivier Magne, il y a du soutien, oui. Garbajosa pour Bernatsal. Oh, ça va être le deuxième essai pour l'équipe de France. Oh, le deuxième essai pour les Français. Ça y est, le coq, aux allures de phénix, renaît de ses cendres. On avait une équipe de débiles, hein. On avait une équipe de mecs de bons vivants qui savaient être sérieux quand il fallait, mais qui savaient faire les cons quand il fallait. Et oui, c'était bien. Et il était temps, car en demi, ce sont les terribles All Blacks qu'il va falloir renverser. Cette Nouvelle-Zélande aligne peut-être l'une des meilleures équipes de l'histoire, avec une ligne arrière de malade mental, Umaga, Cullen, Jeff Wilson et l'incontournable Jonah Lomu. Autant dire que personne ne voit les Français ne serait-ce que rivaliser. Je joue en face de Jonah Lomu, quoi. Je me dis, voilà, c'est compliqué. Je veux pas être ridicule non plus face au gros. Il fait 1m95, soit il fait 1m80, il fait 77 kg, il en fait 122. C'était King Kong contre la grenouille, quoi. Ah, c'est misère. Passer une semaine pourrie. On a qu'à les laisser aller en finale et puis nous on joue la 3e et 4e place. Je crois que ça serait bien. On prendrait une semaine de repos. Je crois que ça serait très bien. Que tout le monde attendait qu'on disparaisse très rapidement des écrans. On savait tout ça. On va s'attaquer à la plus grosse équipe, à mon avis, de la compétition, au futur champion du monde, je me permets de dire. Même si la France gagne. Tout le monde leur promet l'enfer noir. Mais c'est dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent le plus fort. On avance, Marc il renverse, derrière ça passe dessus. Abdel, tu renverses, derrière on passe dessus. Et le ballon c'est de l'or, hein. Le ballon c'est de l'or. 0 ballon lâché aujourd'hui. Il va falloir qu'ils viennent le chercher dans les bras le ballon, hein. 0 ballon lâché. Et ce jour-là, dans le temple de Twickenham, une petite étoile blonde va s'embraser. Christophe Dominici, il continue. Il est passé. Il va marquer l'essai. Il est repris par Cullen. Il faut l'aider. Le ballon est toujours français. Le ballon est toujours français. Galtier, Dourte. On cherche une solution. Essai de Christophe Lamaison. Premier essai de la partie pour l'équipe de France. Quel super Christophe Dominici. Il est Christophe Dominici. Les Bleus sont devant. Ils jouent comme un seul homme. Et en montrant les dents. Pourtant, toute l'agressivité du monde ne suffit pas à stopper la montagne Jonah Lomu. Christian Cullen, Jonah Lomu, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lomu face à Milou Tamak, Lomu, il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là, quelle action de Jonah Lomu. C'est Gulliver. Extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots. C'est Gulliver au pays des Lilliputiens. C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres.
À lui tout seul, ce colosse pulvérise la défense française. Mais si les All Blacks ont une arme, les Bleus, eux, en ont 15. Malgré 7 points de retard à la mi-temps et un nouvel essai de l'homme montagne en début de seconde période, les coéquipiers de Fabien Galthié sentent que les Néo-Zélandais ont la peur dans les yeux. Ils doutent. La suite bascule dans l'irréel. La fièvre bleue envahit Twickenham et renverse la grande Nouvelle-Zélande à coups d'essais pleins d'audace, pleins de folie, vous l'avez compris, pleins de French flair. C'est bien fait, c'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Un ballon par-dessus. Essai. Oui. C'est fait. Essai de Richard Dourte. Essai validé par Monsieur Fleming. Richard Dourte les a gênés. L'arbitre sur Olivier. Vas-y Olivier. Attention, retour de Wilson. Vas-y Olivier. Il a Bernard Salle avec lui. Il va peut-être marquer. C'est fini Bernard Salle. Essai. Oui Bernard, c'est fabuleux. Et c'est fini. C'est fini Bernard. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match. Quel match. Bravo. C'est extraordinaire. Je crois que c'est un grand moment qu'on vit ensemble. Vous savez, ce groupe a tellement souffert, il a travaillé, il a toujours cru en lui. Et par hasard, la dernière semaine, on a été poussé par tout le public français. Et tout le monde, donc aujourd'hui, c'est vraiment... comme quoi, si on se tient à la logique sportive, même s'ils sont meilleurs que nous, aujourd'hui, on a donné tout. Et on est en finale, Et ça, c'est fabuleux. Le 15 de France, plus divisé que jamais en début de compétition, a su faire front et se mobiliser face à cette terrible menace. Au terme du plus grand match de rugby de l'histoire, les Bleus s'imposent dans une rencontre qui était perdue. Cette victoire monumentale est avant tout collective, mais comment ne pas souligner la performance majuscule d'un joueur qui représente tellement pour l'équipe de France. Christophe Dominici. Je crois que sur 10 fois, on peut les battre une fois, c'est aujourd'hui, je crois que c'est le plus important. On est très contents, je crois que c'est un moment fabuleux. Viens, Bernard Laporte veut te parler. Viens, papa, viens voir papa. Voilà, Christophe. Alors, Christophe, je t'ai souvent dit, regarde comment il joue Cullen. Aujourd'hui, je dirais à Cullen, regarde comment il joue Christophe Dominici. Voilà. Tu as été extraordinaire. Qu'est-ce que tu lui as dit à Bernard avant le match? Qu'on allait gagner. Sa carrière ne fait que commencer, mais c'est déjà le moment de lui rendre hommage. Domi, ce petit bonhomme, a prouvé à tous les garçons qu'on peut réussir malgré sa taille. Et ce grand monsieur, face au plus fort, face au plus gros, face au plus grand, il n'a jamais dû lever les yeux pour croiser le regard. Dominici, c'est le Maradona du rugby français, dans son talent, dans sa popularité, mais aussi dans ses faiblesses, dans ses émotions. Mais au-delà de la comparaison, Domi est un joueur frisson, qui a fait rêver une génération, transmis des émotions indescriptibles, et fait pleurer, un 24 novembre 2020, la planète rugby dans son entièreté. Lui, il faisait l'unanimité sur lui, puis c'était un joueur tellement fougueux qu'il pouvait faire basculer n'importe quelle rencontre. Il savait transmettre réellement les choses et il avait cette faculté à mener les hommes. Il est le plus petit aujourd'hui sur la pelouse et regardez le travail qu'il fait. J'espère que mon président et mon entraîneur me donneront une semaine de vacances parce que je crois qu'on aura bien mérité. S'il y a un miracle quelque part dans le rugby, c'est peut-être le miracle du rebond. Parce qu'on peut à la limite maîtriser tous dans un match, sauf le rebond du ballon. S'il y a un Dieu dans le rugby, le miracle de la religion rugby, c'est peut-être le rebond du ballon. Parce que ça, on ne le maîtrise pas et peut-être qu'on peut retrouver le miracle à travers le rebond du ballon. Malheureusement, la finale ne sera pas aussi sensationnelle. Les dieux du rugby ne frappent qu'une fois. Face à l'Australie, les tricolores complètement lessivés s'inclinent sans briller. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce match, contre la Nouvelle-Zélande, c'est l'apogée du French flair. 80 minutes hors du temps où tout devenait possible. La véritable naissance de la grande rivalité entre le 15 de France et les All Blacks.
Le passage au nouveau millénaire marque le début de l'ère Laporte. Le sélectionneur veut modifier en profondeur le jeu tricolore. Il veut lui donner un trop fort accent anglais. Moins de flair, plus de discipline. Alors il fait du pack d'avant français une véritable armée de dur à cuire. Et se trouve son Johnny Wilkinson à lui, un certain Frédéric Michalak. Un sacré personnage qui n'a rien du profil gendre idéal de son homologue anglais. Pour autant, le futur meilleur réalisateur de la sélection au coq va quand même laisser une marque indélébile sur la tunique bleue. Ironie du sort, c'est le 15 de la Rose qui élimine les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde 2003. Alors à l'orée du mondial suivant en France et au Pays de Galles, les Bleus vont devoir se réinventer et laisser plus de place à l'improvisation. Ce n'est plus un secret, le 15 de France aime se mettre en difficulté d'entrée de jeu. Il dit que c'est la fin. L'équipe de France perd ce match d'ouverture. Victoire de l'Argentine 17-12. Alors pour son match d'ouverture face à l'Argentine en 2007, le fiasco est total. Voilà le groupe déjà ébranlé sous la fureur du public et des médias. Et vous le savez, c'est toujours à ce moment-là que les Bleus s'autorisent à briller. Sortis deuxième de la poule, ils héritent de la Nouvelle-Zélande qu'ils n'ont plus battue depuis 7 ans. Surtout qu'encore une fois, ces Blacks sont plus qu'armés pour le titre. Mais la France a fait de ces défis perdus d'avance une spécialité. Dès le haka, on sent des Bleus morts de faim, à l'image de l'incontournable Sébastien Chabal, déterminé à bouffer du kiwi. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka où le frisson Thierry. À la mi-temps, les Blacks comptent 10 points d'avance. Pas assez pour achever le coq. C'est un jeune troisième ligne L qui sonne la révolte. Ce soir-là, le monde du rugby découvre Thierry du Sautoir, le Dark Destroyer. Avec Claire, avec du Sautoir, essai de Sautoir. Auteur de 38 plaquages, le vengeur casqué terrorise le pack néo-zélandais et inscrit l'essai de l'espoir. La suite appartient à l'histoire. Frédéric Michalak, il y a du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'embut. Et c'est français. Quelle relance, quel contre. Les Bleus s'imposent grâce à un sursaut de French Flair et grâce à un en avant un petit peu oublié. Mais pour une fois que l'arbitrage joue en notre faveur, pour la première fois de l'histoire, les All Blacks tombent dès les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Une fois de plus, le 15 de France réalise l'impensable. Mais une fois de plus, il laisse toutes ses forces dans la bataille. L'équipe de Fabien Pelous, lessivée, subit la loi des Anglais en demi. Décidément, l'histoire du 15 de France est faite d'éternels recommencements. Lors du match pour la 3e place, les tricolores ne sont pas concernés. Ils prennent une leçon par les surprenants Pumas et terminent la compétition avec une drôle de sensation. L'exploit est là, certes, mais la déception est plus grande. Et puis ce sont aussi les adieux de Pelous, Ibanez, Betsen et Dominici. Bref, comme toujours avec le 15 de France, les sentiments sont mitigés. Quand arrive le mondial 2011 en Nouvelle-Zélande, on ne se doute pas que cette fois, les Bleus vont nous faire autant passer par toutes les émotions. Cette Coupe du Monde, c'est presque une caricature de l'histoire du 15 de France. Les ingrédients sont simples. Un groupe ultra talentueux mais divisé, un sélectionneur seul contre tous, une relation avec les médias ultra tendue. D'accord ? Donc on veut bien parler du jeu, j'ai dit, pas d'accord, tu peux quitter la salle si ça te plaît pas. Des performances médiocres, mais aussi des exploits retentissants. Le tout condensé dans un souvenir aussi amer qu'inoubliable. Cette Coupe du Monde, c'est celle des sales gosses de Marc Lièvremont.
Je descends, mais j'ai honte, putain. J'ai honte. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses. Pas que péjoratif, c'est aussi attachant un sale gosse parfois. C'est absolument David Thompson pour les Blacks. Avec une attaque au large peut-être, il revient à l'intérieur. Et l'essai. Sur la terre sainte du rugby, les Bleus prennent une fessée d'entrée par les All Blacks. Assez pour ébranler un 15 de France qui ne tenait déjà qu'à un fil. Fustigé par les médias, le taiseux Marc Lièvremont fait front contre les journalistes. Tu m'emmerdes avec ta question. Mais même en interne, ces joueurs l'ont déjà abandonné. Il était toujours en première ligne pour essayer de défendre le projet, défendre l'équipe, tout ça. Et puis au bout d'un moment, tu t'y perds un peu. Et il était par moments un peu moins présent avec le groupe et avec le staff. Quasi assurés de se qualifier en phase finale, les tricolores touchent le fond contre de valeureux Tongiens. Plus personne ne croit en ces sales gosses, pas même eux. Putain, mais hier, encore une fois, je pense avoir touché le fond. Quelle l'Australie, mais je descends, mais j'ai honte, putain. J'ai honte. Vous avez dit cause perdue ? Pitoyable mais vivant, le 15 de France reçoit la claque dont il avait besoin. Après tout, ne dit-on pas que le coq est le seul animal qui chante les deux pieds dans la merde ? Et là, les Français y sont enfoncés jusqu'au cou. En réaction, toute l'équipe se réunit pour une beuverie à cœur ouvert. C'est ici qu'un véritable groupe se crée enfin. Les sales gosses se reprennent en main et préparent, quasiment en autonomie, le quart de finale contre l'ennemi anglais. La soirée c'est fini, puis par contre on a dit à partir de maintenant on va prendre les choses en main, par contre on va se mettre à travailler dès demain matin, mais très dur quoi. Ce crunch, c'est le moment de faire mentir les détracteurs et de fêter cette nouvelle union sacrée. Allez Vincent, allez peut-être. Est-ce que oui, et c'est de l'équipe de France. Et là peut-être Palisson, intérieur, essai de Maxime Bédard. Superbe. Voilà des Bleus ressuscités et déjà concentrés sur leur demi-finale contre l'abordable Pays de Galles. Mais vous vous doutez bien qu'ils vont se compliquer la tâche. Malgré l'expulsion de Warburton, le 15 du Poireau tient bon et fait trembler la France jusqu'au bout. Alf Penny a même un ballon de finale au bout du pied. Mais les dieux du rugby en ont décidé autrement. Miraculés, les sales gosses ont bien failli tout gâcher. Mais l'important est ailleurs. La finale rêvée par John Alomou et tous les fans de rugby français nous tend les bras. Le remake de 1987, l'apogée de la plus grande rivalité en Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande à l'Eden Park. Ça avait été chaud à Cardiff, ça va l'être encore ici à l'Eden Park. Oh, premier grand moment de frisson avec ce haka. Quelques jours avant la rencontre fatidique, la fracture s'aggrave encore entre Marc Lièvremont et ses joueurs. Les médias étrangers désignent même ce 15 de France comme le plus médiocre participant à une finale de Coupe du Monde. Les Bleus sont seuls au monde. Qu'il en soit ainsi. Ces joueurs ont du caractère. Certains sont capitaines en club. D'autres ont l'expérience des grands rendez-vous. Et tous sont prêts à mourir sur le terrain. Je n'échangerai aucun de vous contre un Australien, un Black ou un Irlandais. C'est avec vous que je veux jouer cette finale. On a été suivis par une marée noire. On t'accompagne comme si, je sais pas comment, presque comme s'ils accompagnaient un mort qui allait vers son enterrement. Au milieu de tout un pays portant le noir, 15 irréductibles se parent de blanc pour déclarer la guerre. Et la bataille commence bien avant le coup d'envoi. Lors du haka, Thierry Dussautoir et ses coéquipiers forment une flèche en direction des Néo-Zélandais. Un geste de sale gosse ? Peut-être. Mais à ce moment-là, toute la planète rugby a les yeux rivés sur les Français. Le jour de gloire n'est pas encore arrivé. Au coup
coup d'envoi, la peur a changé de camp. Les Blacks jouent la boule au ventre. Malheureusement, le capitaine Richie McCaw prend le match à son compte. Il commence par s'occuper du teigneux Morgan Parra, avant de faire des rucks une zone de non-droit dont il sera le seul maître à bord. L'arbitre Craig Joubert ne bronche pas et laisse tout passer au capitaine Black. À 8-0 après la reprise, les tricolores encaissent, mais savent que rien n'est encore joué. Et c'est dans ces conditions que le Dark Destroyer aime le plus s'illustrer. François Trinduc une nouvelle fois, avec Rougerie. Thierry du Sautoir. Ouais essai pour l'équipe de France, marqué par le capitaine Thierry du Sautoir. Et quel François Trinduc, Thierry. Quel François Trinduc. Le capitaine du Sautoir inscrit un essai crucial, 7-8 après transformation. Un petit point de retard, 30 minutes pour le rattraper et toute la vie pour le regretter. Les Bleus poussent et obtiennent une pénalité à la 65e. C'est François Trinduc, le remplaçant de Morgan Parra, qui s'en charge. Ce sera la dernière faveur accordée au 15 de France. Et on fait confiance aux joueurs. Allez François Trinduc, la pénalité qui peut permettre à la France pour la première fois dans cette finale de prendre les commandes. On va tous pousser avec lui. C'est parti. Ah, c'est manqué. Un manque de précision qui passe là, largement à droite, cette pénalité. Au bout du suspense, au bout de l'effort, et encore une fois, au bout du monde, les Français s'inclinent avec le sentiment d'encore s'être fait avoir. La Nouvelle-Zélande, 24 ans après son premier titre, est de nouveau championne du monde, de nouveau à l'Eden Park et de nouveau contre la France. Ouais, touché, les Français KO debout, qui n'auront rien à se reprocher. Magnifique performance des hommes de Marc Livremont qui méritaient peut-être, qui méritaient sûrement de l'emporter dans ce match. Mais bon, c'est comme ça. La meilleure équipe de la finale a perdu contre la plus grande équipe du monde, sur la plus petite des marges. Cette aventure reste belle malgré tout, et reste surtout le meilleur exemple d'une Coupe du Monde à la française. Cette aventure reste belle malgré tout, et il fallait la savourer. Car après ça, les Bleus ne passeront plus les quarts de finale. Oublions vite le cauchemar de 2015 et la frustration de 2019. Deux rendez-vous manqués qui balisent une sale période pour le rugby français. Entre valse d'entraîneurs, mort du French Flair et niveau de jeu lamentable, on atteint des sommets de médiocrité. Mais fin 2019, la donne change. Le sulfureux Fabien Galtier, qui a connu le pire et le meilleur sous la tunique bleue, prend la tête de la sélection. Il construit un groupe soudé et bourré de talent. Il réinsuffle le French Flair et la gagne sur le coq brodé, avec pour seul objectif la Coupe du Monde 2023 à domicile. Galtier has changed the culture of the French team. Le chemin, ça fait 2 ans qu'on l'a pris, on doit continuer. Et pour ça, maintenant, il faut monter, d'accord? Il faut monter. Ce qu'on lit, c'est bien. Maintenant, il faut écrire. Cette fois, pas de groupe divisé, pas de guerre ouverte avec les médias, pas même de faux départs ou de défaites surprises. Non, ce 15 de France est taillé pour la gagne. La planète rugby craint les Charles Olivon, Greg Aldrit, Damien Penaud et surtout notre ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont. Après avoir infligé aux All Blacks une défaite historique en phase de poule, les Bleus s'ouvrent le chemin des quarts de finale. Sans une énorme frayeur tout de même, avec la blessure à la pommette de notre superstar. Mais face à l'Afrique du Sud, le ciel nous tombe sur la tête. Encore une fois, la France subit la dure loi d'un arbitrage à 2 vitesses. Cette bande de gamins un peu trop sages souffre d'un manque de vice et d'expérience. À eux de ne plus jamais laisser leur destin dans les mains de l'homme en noir. Le regard déjà tourné vers 2027, le 15 de France peut faire le bilan. Son histoire d'amour avec la reine des compétitions est plus que compliquée. Tant de générations se sont succédées, accumulant autant d'exploits que de désillusions. Jamais une aventure n'a été facile. Sous le maillot tricolore, il se passe toujours quelque chose. À l'image du French Flair, le 15 de France est une équipe romantique, spontanée et terriblement fragile. Par 3 fois, l'équipe de France a bien failli soulever le trophée tant convoité. Par plus de fois encore, elle s'est sentie volée. Mais à chaque fois,
les Bleus nous ont fait vibrer. Essai de Christian Domenici, c'est un génie. Essai. Bernard, c'est fabuleux. Penaud toujours qui se l'a ramassé. Défaite ou victoire, c'était pareil, quoi. On avait vibré ensemble, on avait connu du bonheur ensemble, de l'émotion, on avait partagé des larmes. Et ça n'a pas de prix. Que même si on la ramenait pas, elle était un peu à nous, vu la performance qu'on avait réalisée en finale, quoi. Voilà, c'était si précis, ouais, en fait. On s'est croisés comme une histoire d'amour qui a jamais commencé, en fait. People just want more and more.